Bonjour. Cette intervention a pour objectif de faire un point rapide sur la réglementation relative aux déchets et principalement sur le devenir des rémanents de plantes exotiques envahissantes. Le devenir des résidus issus de la gestion des espèces exotiques envahissantes, souvent présents en grande quantité, est une problématique que doit se poser systématiquement tout gestionnaire en amont d'une intervention. Cette question est d'autant plus présente pour les espèces végétales qui peuvent conserver leur aptitude à se disperser après une intervention de coupe ou un arrachage. Outre les chantiers liés à la gestion des espèces exotiques envahissantes, le devenir de ces rémanents peut également concerner les agents d'entretien des routes ou des espaces verts et toute personne, professionnelle comme particulier, confrontée à une espèce exotique envahissante. L'intégration du devenir des déchets dans les stratégies de gestion doit également se faire en lien avec l'évolution de la réglementation sur le traitement des déchets. Face à des considérations écologiques de plus en plus fortes et aux réflexions menées sur la valorisation agronomique, la réglementation et les méthodes de traitement ont évolué durant ces dernières années pour améliorer la prise en charge des déchets, en tenant compte de la protection de l'environnement, mais également de la santé humaine. Dès 1998, la circulaire Voynet, relative à la mise en œuvre et à l'évolution des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés, renforce l'orientation des déchets verts en direction des filières biologiques pour inciter leur valorisation. C'est l'un des premiers textes qui prend en compte cet aspect de valorisation biologique des déchets, et plusieurs circulaires et textes de loi sont ensuite venus appuyer cette orientation, dans le but de limiter les émissions de gaz à effet de serre et de favoriser le retour au sol des biodéchets. En France, la gestion des déchets est une activité encadrée, dont le fondement juridique est établi dans le livre 5 du Code de l'environnement. La réglementation prévoit ainsi un certain nombre de précautions à prendre pour en assurer une bonne gestion. Cette gestion couvre toutes les étapes par lesquelles passe le déchet, de sa génération à son traitement final. Plusieurs définitions sont données à l'article L541 du Code de l'environnement. La définition d'un déchet, telle qu'elle est écrite dans le Code de l'environnement, inclut ainsi tout résidu de gestion dont on doit se défaire, que ce soit par choix ou par obligation. Toujours d'après la réglementation, la responsabilité en matière de déchets revient alors au producteur ou détenteur du déchet, qui est responsable de la gestion de ces derniers jusqu'à leur élimination ou valorisation finale. Le texte réglementaire précise que même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers, le propriétaire en garde la responsabilité. De même, tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. La réglementation différencie plusieurs catégories de déchets. Dans notre cas, les résidus de gestion de plantes exotiques envahissantes sont, eux, assimilés à un biodéchet, parfois également appelé déchets organiques ou déchets fermentescibles. Ce terme regroupe à la fois les déchets verts, sous l'appellation déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires et de cuisine, et autres denrées alimentaires. La circulaire du 18 novembre 2011 précise que les déchets verts doivent être considérés comme des déchets, quel qu'en soit le mode d'élimination ou de valorisation. Un déchet sera considéré comme ultime seulement si celui-ci n'est plus susceptible d'être réutilisé ou valorisé. Les dispositions actuelles du chapitre 1er de prévention et de gestion des déchets du Code de l'environnement ont pour objectif une hiérarchisation des modes de traitement des déchets. Il consiste alors à privilégier tout d'abord la réutilisation du déchet produit, si ce n'est pas possible, son recyclage, dans un troisième temps, toute autre valorisation, notamment énergétique, et, seulement en dernier lieu, l'élimination du déchet. Vous aurez donc compris que la valorisation est privilégiée à ce sens et que l'élimination ne se fera qu'en dernier recours. Les notions de valorisation et d'élimination seront développées plus tard dans la présentation, mais vous trouverez déjà les principales méthodes de traitement qui leur sont associées dans le tableau de droite. Comme je vous l'ai dit, les plantes exotiques envahissantes constituent un déchet vert, qu'il convient de valoriser autant que possible, en lien avec la réglementation relative aux déchets, mais également selon la note ministérielle du 2 novembre 2018. Les principales voies de valorisation envisagées dans cette note sont le compostage et la méthanisation. En raison du risque de recolonisation, il est indiqué que les individus prélevés doivent être exfiltrés du lieu d'intervention, et que si cela n'est pas possible, alors seulement un brûlage sur place pourrait être envisagé. Le brûlage à l'air libre des déchets verts étant interdit, des dérogations peuvent être accordées pour l'élimination d'espèces végétales envahissantes, mais qu'à condition qu'aucune solution alternative efficace d'élimination n'existe. Les individus devant être exfiltrés du site lorsque cela est possible, la réglementation relative aux espèces exotiques envahissantes permet de s'affranchir de l'interdiction de transport pour les espèces visées par l'article L411-6 du Code de l'environnement. Tout végétal vivant, fructification ou propagule étant considéré comme un spécimen vivant, les déchets fertiles en résultant doivent également être traités en tant que tels. Si le transport d'espèces exotiques envahissantes réglementées est interdit, tout comme leur détention,
L'article L411-8 du Code de l'environnement permet leur déplacement sans passer par une demande de dérogation, si la destination est une installation de destruction et de valorisation. J'en profite également de cette diapo pour vous rappeler que le transport d'espèces exotiques constitue un risque important de dispersion et que des mesures doivent être prises pour éviter cela. Ce risque est réduit si l'intervention a lieu avant la floraison et la montée en graines. Mais comme cela n'est pas toujours possible, dans beaucoup de cas, ces mesures peuvent consister par exemple à poser des bâches sur des remorques, à stocker les propagules dans un sac hermétique, à veiller de bien nettoyer le matériel avant et après une intervention, et former le personnel sur place à de bonnes pratiques. Revenons maintenant sur les notions de valorisation et d'élimination. La valorisation des déchets s'oppose à leur élimination. La définition du Code de l'environnement est assez claire là-dessus, en indiquant que l'élimination correspond à toute opération n'entrant pas pleinement dans un processus de valorisation. La notion de valorisation reçoit quant à elle une définition relativement large, avec pour seule exigence la fin utile de ces déchets, c'est-à-dire qu'ils puissent être réemployés en se substituant à l'usage de nouveaux matériaux qui auraient pu être utilisés pour remplir cette fonction à leur place, ce qui permet ainsi de préserver des ressources naturelles. Pour les biodéchets, l'ADEME considère que les principales options de valorisation sont le compostage, la méthanisation et l'épandage direct. Le compostage. Le compostage peut être mis en œuvre à différentes échelles. Cela va du compostage domestique dans un jardin, pour de petits volumes, à un compostage centralisé dans des centres de traitement industriels prenant en charge de plus gros volumes. Le passage par un procédé de compostage industriel est le plus préconisé, car il offre un processus maîtrisé. Les plateformes de compostage sont régies par le Code de l'environnement et la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, appelée ICPE. Ces plateformes doivent donc répondre à des normes bien précises pour réduire les risques et les impacts sur le milieu. Le compost produit doit également répondre à un certain niveau de qualité pour pouvoir être commercialisé. Pour le co-compostage à la ferme, le processus est bien moins maîtrisé, car les suivis de température n'y sont pas aussi stricts que sur les installations industrielles, et il faut que le producteur du déchet soit certain de l'absence de propagules, graines, avant l'apport sur ce type d'installation. Des méthodes de compostage plus souples sont aussi possibles, comme le compostage de proximité, qui est réservé au faible volume de biodéchets, pour des productions allant de 1 à 100 tonnes par an. Pour ces petites installations de compostage, le compost n'est pas mis sur le marché et il doit être utilisé sur le site où il a été produit. En 2012, l'ADEME a publié à la demande du ministère de l'Environnement 2 guides méthodologiques qui proposent un cadre technique et organisationnel pour la mise en place de ces opérations dites de proximité. La méthanisation est un procédé très utilisé en agriculture, mais également dans le traitement des biodéchets. Tout comme le compostage, cette pratique est également encadrée par la réglementation ICPE. La méthanisation s'applique principalement aux déchets peu ligneux et permet de produire de l'énergie sous forme de biogaz, ainsi qu'un digestat riche en matière organique qui pourra ensuite amender le sol. L'épandage est l'action de répandre dans les champs des matières dotées d'un intérêt agronomique. Cette pratique présente plusieurs contraintes. Elle ne doit pas avoir lieu en toute saison et en tout lieu, et un suivi agronomique doit encadrer l'opération. Le paillage pratiqué dans les jardins domestiques et publics peut être considéré comme une forme d'épandage direct, d'après l'ADEME. L'apport de déchets verts frais présente également le désavantage d'intégrer un produit en évolution et non hygiénisé, pouvant modifier la teneur des sols. Pour les tiges ligneuses et les branches les plus grosses, qui ne présentent pas de risque de bouturage, la valorisation matière pour la production de panneaux de particules et leur valorisation énergétique sous la forme de bûches ou de plaquettes est justifiée sur le plan écologique. Certains gestionnaires utilisent même directement le bois récupéré pour la fabrication d'enclos ou autres constructions en bois. Concernant les méthodes d'élimination, le stockage des déchets non ultimes n'est plus autorisé depuis 2002. Le stockage provisoire reste possible, mais doit être temporaire, et donc il ne peut pas être considéré comme une mesure de gestion. La circulaire du 10 novembre 2012 précise en outre que le séchage sur le site des biodéchets reste possible en pré-traitement. Le stockage des terres contaminées est quant à lui une pratique à part et il ne sera pas abordé aujourd'hui. Pour le brûlage à air libre des végétaux, celui-ci est interdit en France depuis plusieurs années, bien qu'on constate encore de nombreuses infractions, aujourd'hui encore. Il s'agit d'une pratique très polluante pour l'environnement qui libère des particules fines dans l'atmosphère, d'où son interdiction. Il peut toutefois y avoir des exceptions à cette interdiction, lorsque le brûlage des déchets de végétaux sert à éviter une dissémination liée au transport, par exemple. Le brûlage peut même alors être ordonné dans ce cas, sur le lieu même de l'abattage des végétaux. Ces dérogations concernent principalement des espèces exotiques envahissantes présentes sur les listes réglementaires et sanitaires, et ils sont d'une durée maximale d'1 an et renouvelables sur demande.
En conclusion de cette présentation, il est important de bien retenir que la valorisation des résidus de gestion doit être privilégiée. Si la valorisation doit être privilégiée, c'est également car les possibilités d'élimination sont de plus en plus limitées et représentent des mesures de dernier recours. En attendant d'avoir des mesures de traitement et de valorisation efficaces et limitant le risque de dispersion, le traitement sur place par brûlage reste possible. Une gestion de proximité peut aussi être proposée en l'absence de risque de reprise. Toutes ces options nécessitent donc de bien connaître les espèces, leur phénologie et leurs mécanismes de dispersion, d'où l'importance des retours d'expérience à ce sujet. Plusieurs structures travaillent à l'amélioration des connaissances et à la production d'outils à ce sujet. Des premières études régionales ont été menées par le CEN Centre-Val-de-Loire et le CEN Normandie. Également, un groupe de travail interréseau a été créé avec l'appui de la Fédération des conservateurs d'espaces naturels, du Centre de ressources espèces exotiques envahissantes et de Suez. Un guide technique sur le traitement des résidus de gestion des végétaux exotiques envahissants est également en cours de rédaction et devrait être publié pour la fin de l'année. Vous trouverez également plusieurs informations sur le site internet du Centre de ressources espèces exotiques envahissantes, ainsi que dans les principaux textes réglementaires cités sur cette dernière diapositive. Je reste également disponible si vous avez des questions et je vous remercie pour votre attention.